Bienvenue sur le Train to Rehab podcast, le rendez-vous des sportifs qui veulent aller loin sans finir cassés. Je m'appelle Thomas, je suis kiné, coach et passionné de sport d'endurance. Ici, on parle blessures, performance, réathlétisation et même un peu de business pour celles et ceux qui vivent du sport et veulent en faire leur métier. L'objectif, te donner les clés pour mieux comprendre ton corps, t'entraîner plus intelligemment et continuer à progresser, que tu sois blessé, en reprise ou en quête de performance durable. Allez, on attaque l'épisode du jour. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Train to Rehab podcast et aujourd'hui j'ai un invité de marque pour le premier épisode, Xavier Corrosine. Je te laisse te présenter. Salut Thomas, salut tout le monde, merci déjà pour l'invitation. Je suis très honoré d'être le premier invité de ton podcast. Écoute, moi je suis donc Xavier, ancien basketteur professionnel. J'ai évolué pendant à peu près une quinzaine d'années. J'ai commencé dans le sud de la France à l'Olympique d'Antibes, qui aujourd'hui est devenu les Sharks d'Antibes. Ensuite, je suis monté à Paris, au Paris Basket Racing, où j'ai signé mon premier contrat pro. J'ai ensuite évolué à Chalon-sur-Saône, sous les ordres de Greg Beugnot. Après, j'ai fait 1 an à Charleville-Mézières, et puis j'ai rejoint la JSF Nanterre, aujourd'hui Nanterre 92, où j'ai connu c'est là-bas que j'ai inscrit mes lignes au palmarès, avec notamment le titre de champion de France Pro B, le titre de champion de France Pro A, l'Euroleague, la Coupe de France en 2014. J'ai gagné aussi 3 fois le concours de tir à 3 points du All-Star Game. Et j'ai vécu de très belles années là-bas. J'ai tissé des liens que j'entretiens encore aujourd'hui avec des coéquipiers. Donc honnêtement, Nanterre, c'était vraiment une très belle page de ma carrière. Ensuite, j'ai fait 1 an à Paris-Levallois et j'ai terminé ma carrière en 2017 à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord. Et puis, c'était le moment pour moi de fermer cette belle page de sportif de haut niveau. Ok, top. Et raconte-nous, qu'est-ce que tu fais maintenant, après cette carrière-là ? Alors, après la carrière, moi, j'ai toujours été quelqu'un de prévoyant. Donc, même quand j'ai signé mon premier contrat, je pensais déjà, entre guillemets, pas à la fin, mais je savais qu'une carrière de sportif de haut niveau, ça pouvait être court, tu pouvais être sujet à des blessures qui t'auraient contraint à te stopper. Donc j'ai toujours essayé d'être prévoyant. Je me souviens, la première voiture que je m'étais achetée, c'était une Audi A2 à l'époque, à Chalon. Et j'avais calculé de manière à ce que le prêt de la voiture corresponde à la durée de mon contrat. Comme ça, je me disais, moi, si jamais ça se passe pas très bien à la fin de mon contrat, au moins j'ai soldé ma voiture, je me retrouve pas avec des dettes sur le dos. Donc c'était un peu l'état d'esprit. Ça veut pas dire que j'étais pas ambitieux, mais voilà, j'ai essayé d'avoir cet équilibre entre l'ambition, mais en étant prudent et prévoyant. Donc voilà, j'avais repris aussi un peu d'études pendant ma carrière quand j'étais à Nanterre. Au début, j'avais toujours cette envie d'être kiné à la fin de ma carrière, parce que je côtoyais des kinés au quotidien et de les voir soulager des douleurs, guérir des blessures, apporter du bien-être aussi aux joueurs, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis dit, pourquoi pas devenir kiné, ça me permettait aussi de rester au contact de sportifs et notamment de basketteurs. Donc je me suis dit, ça peut être un bon plan. Et finalement, la vie a fait que je suis parti sur une autre voie. J'ai eu une opportunité d'investir dans une société de loisirs. Donc on a créé avec 3 associés le premier parc à trampoline en Île-de-France en 2014. Donc ça a été le début d'une aventure entrepreneuriale qui a été faite de beaucoup de rebondissements, c'est le cas de le dire, pour les parcs à trampo, mais ça a été très enrichissant et en fait j'y ai vu quelque chose qui me plaisait vraiment, alors que c'était pas forcément ce que je m'apprêtais à faire ou ce que j'ambitionnais de faire. Et de là, ça m'a donné envie de continuer. Donc le Covid est arrivé, on a su faire face, mais on n'a pas réussi derrière à la rouverture à générer des chiffres suffisamment intéressants pour maintenir le business à flot. Donc on a dû fermer, mais c'était le début. Voilà, la graine avait été semée entre guillemets et je me voyais pas faire autre chose que de l'entrepreneuriat après ça. Ok, super. Donc tu nous as dit que tu as toujours été prévoyant, même pendant ta carrière, penser au futur. Est-ce que c'est quelque chose que peu de sportifs de haut niveau ont, ou alors tu as remarqué que c'était quand même assez commun ? Non, je dirais, même si j'aime pas faire de généralité, mais à travers ma carrière, j'ai plus rencontré de joueurs qui pensaient pas du tout à l'après, qui étaient focus sur le présent. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien,
Mais il y avait peu de joueurs qui anticipaient l'après-carrière et qui se demandaient ce qu'ils allaient faire ensuite. Parce que quand tu es joueur, en plus souvent tu es jeune, tu es dans la vingtaine, voire un peu avant, et tu te sens invincible. Tu penses que tu t'arrêteras jamais, tu pourras jouer tout le temps, parce que tu es en pleine possession de tes moyens. Et forcément, si tu n'as pas un ancien dans l'équipe qui va te dire « Ouais, mais Mino, fais gaffe, parce que la carrière, c'est bien, mais ça dure qu'un temps. » Et aujourd'hui, dans le basket, sauf pour les joueurs qui évoluent en NBA ou en Euroleague, et qui ont des salaires vraiment très importants, tu vas être obligé de travailler à la fin. Et ça s'anticipe. Si tu veux pas te retrouver, quand tout s'arrête, entre guillemets, ce qu'on appelle la petite mort du sportif, te retrouver dans une période de ta vie où tu sais pas trop, t'es perdu, t'as pas de repères, t'étais sous les projecteurs et d'un coup tu te retrouves un peu dans l'ombre. Et il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui le vivent très mal. Donc si tu es dans cette période-là, t'as aucun projet déjà défini, ça peut être compliqué. Ouais, et ça, c'est quelque chose que tu as eu, un mentor justement, ou quelqu'un qui t'a, on va dire, un peu éduqué sur le fait qu'une carrière, ça peut être court, il peut y avoir des blessures, et que derrière, il faut prévoir l'après. Ouais, clairement. J'ai eu la chance, moi, de côtoyer des anciens, comme on dit, en plus c'était des grands noms. J'ai eu Laurent Ciara, qui a été un très grand joueur, Eric Mikou aussi, puis d'autres, même des Américains, Jermaine Guys notamment, je dois en oublier, mais j'ai côtoyé des joueurs qui, eux, m'ont toujours donné de bons conseils, et j'étais aussi ce genre de joueur qui écoutait. Donc il y a beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas ou qui se disent ouais, j'écouterai quand ça sera le moment, mais sauf que quand c'est le moment, c'est déjà trop tard. Donc moi là-dessus, oui, j'ai toujours eu de bons conseils. Ok, au top. Et du coup, ouais, justement, on parlait de blessures aussi, parce que la blessure chez un sportif de haut niveau, c'est un des nombreux facteurs qui peut faire que ça se stoppe d'un coup. Toi, tu as rencontré des blessures pendant ta carrière ? J'ai eu des blessures, alors jamais très graves. La plus grave que j'ai eue, c'est une fracture du petit doigt, de la main droite, sur un gros choc. C'était en 2011. Blessure musculaire, j'en ai jamais eu. Enfin, j'en ai eu une vers la fin de ma carrière au Paris-Levallois. Ouais, parce qu'on c'est un peu le là où je veux en venir. C'était un peu notre rencontre avec Xavier, mais je te laisse en dire plus. C'est vrai. C'était ce qu'on appelle un tennis leg. Donc j'étais en préparation, en match de préparation, en pré-saison, et puis sur un mouvement anodin, je prends une impulsion pour lancer une foulée de course. Et là, je sens comme si on m'avait jeté un caillou sur le mollet. Donc je me retourne, je me dis, est-ce qu'il y a un supporter qui a pété un plomb ou quoi ? Et en fait, non, il n'y avait personne. Et là, je repose le pied au sol et une douleur assez violente. Et les examens derrière ont révélé que c'était une déchirure au niveau du solaire. Donc ça a été ma seule blessure musculaire. Donc je peux dire que j'ai été plutôt épargné. Mais aussi parce que, pareil, dans le même état d'esprit, j'ai toujours été quelqu'un de prévoyant qui faisait attention. Et j'ai eu Grégoire Beugnot, l'entraîneur que j'avais à Chalon, il sortait souvent cette phrase, il disait que ton corps, c'est ton argent. Donc en tant que sportif de haut niveau, si tu prends pas soin de ton corps, tu t'exposes à des blessures, et qui dit blessure, tu es sur le côté, donc tu peux pas jouer, donc tu peux pas te montrer, et puis derrière, ça peut avoir un impact aussi sur la suite de ta carrière, sur les contrats que tu vas pouvoir signer derrière. Et un club qui, aussi fort sois-tu, si t'as pas si t'es souvent blessé, forcément les mecs ils vont se poser des questions avant de te signer. Donc voilà, j'ai toujours essayé de faire attention à ma nutrition, à mon sommeil, à bien m'étirer. Laurent Ciara me disait toujours étire-toi. Ça te fait chier de prendre 10-15 minutes après l'entraînement, t'as envie de partir aller sous la douche et rentrer chez toi. Prends ce temps-là, tu me diras merci dans 5-10 ans. Et c'est vrai que les étirements, j'ai toujours pris ce temps-là de les faire correctement, et je pense que ça a dû jouer aussi dans le fait que je me suis pas beaucoup blessé musculairement. Ok, ouais, c'est top. Et du coup, cette blessure-là, tu l'as eu plutôt sur la fin de ta carrière, c'est ça ? Ouais, alors j'étais pas vieux, j'avais 30 ans. Ça correspond. Je pense qu'il y avait beaucoup de facteurs
de stress. C'est la période où mon épouse était enceinte, donc on attendait notre premier enfant. Donc je pense que ça a joué aussi. J'étais pas forcément dans une période où j'étais complètement serein. Et je pense que psychologiquement, ça a dû m'affaiblir un peu, enfin affaiblir mon corps. Et la réponse que j'ai eue, c'est cette blessure. Donc ça a été un moment compliqué, oui et non, parce que comme ma femme était enceinte, ça m'a permis d'être un peu plus à ses côtés et de pouvoir être présent le jour de l'accouchement aussi. Parce que c'est des choses qu'on n'anticipe pas forcément. Tu sais jamais quand ça va arriver. Quand tu es sportif de haut niveau, tu as toujours cette crainte de dire, imagine, je suis en déplacement à l'autre bout de la France. Comment ça se passe? Est-ce que je vais louper un match? Donc c'est des choses qui trottent dans ta tête et peut-être que ça a créé aussi ce stress-là qui a conduit à la blessure. Ouais, ok, carrément. Donc aussi père de famille qui est un métier, métier à part entière. Ça va, la gestion de la vie familiale aussi et d'une carrière à haut niveau, c'est quelque chose qui est difficile ou... En tout cas, pour ma part, je parlerai pour ce que j'ai vécu. J'ai juste eu ma fille Anita sur ma carrière de sportif. J'ai 2 autres garçons derrière, mais j'avais déjà pris ma retraite. J'ai arrêté jeune, j'ai arrêté à 32 ans. Sur la partie où j'avais ma fille, non, c'était pas compliqué parce que moi, je faisais mon basket. J'ai mon épouse qui a un métier aussi parce qu'elle est make-up artiste, donc elle a un métier où quand elle travaille pas, elle est à la maison. C'est souvent sur des périodes plus ou moins longues. Donc elle a pu prendre le temps de bien s'occuper de notre fille et de me laisser moi 100% sur le basket. Donc ça n'a pas été difficile, clairement. Entre guillemets, j'avais que les bons moments où, voilà, sortie de l'entraînement, je pouvais passer du temps de qualité avec elle ou pendant les vacances d'été. Donc franchement, c'est pas quelque chose qui m'a marqué par sa difficulté. Ça te rajoute pas de charges supplémentaires avant, parce que du coup, justement, on parlait pendant ta blessure que possiblement, tu vois, le fait avant de devenir papa, quand ta femme était enceinte, ça te rajoutait une certaine charge et que possiblement, tu me disais, il y a peut-être eu un peu plus de fatigue, un petit peu plus de stress et que le fait que ta blessure soit arrivée là, c'est pas certain que ce soit dû à ça, mais ça peut être un des facteurs qui est lié. Et du coup, quand tu joues à ce niveau-là, que justement ton gagne-pain c'est ton corps, quand tu te blesses justement, toi à qui c'était jamais arrivé avant, est-ce que tu as des doutes qui s'installent? Non, pas de doute. De la déception, de la frustration sur le moment, parce que surtout sur ma première grosse blessure, quand je me casse l'auriculaire, on est en Pro B avec Nanterre, on est en pleine bourre, on est sur le point on est à la lutte en tout cas pour monter en Pro A, donc on est dans les 3 premières places. Je sais qu'on a fait beaucoup de va-et-vient entre la première, deuxième, troisième place, et ça a été une très grosse déception parce que j'avais le sentiment d'abandonner mes potes et de ne pas pouvoir participer à cet objectif qui était de jouer la première place et de monter directement en Pro A, parce qu'au basket, pour ceux qui ne savent pas, le premier à l'époque, en tout cas le premier montait directement, et après tu pouvais jouer les playoffs. Donc les playoffs, c'est les 8 meilleures équipes du championnat à la fin de saison qui se rencontrent sur un tournoi, sur plusieurs matchs, et c'est un classement croisé. Le premier rencontre le 8e, le deuxième le 7e, etc. Et la finale se joue sur un match à Bercy. Donc Bercy, voilà, c'est un écrin extraordinaire où tout basketteur a envie d'évoluer. Et c'était notre objectif, en tout cas, de finir premier. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais oui, ma blessure, ça a été... alors, j'ai pas eu de doute. Quoique, on m'a quand même parlé d'opération. Et là, clairement, les délais de convalescence ne sont pas les mêmes. Donc, heureusement, j'ai été très bien pris en main à l'hôpital de la clinique de la main. Je crois que c'était à la Garenne-Colombe, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est très bien passé, j'ai pas eu besoin d'opération et j'ai même pu reprendre et retrouver l'équipe pendant les playoffs. Donc j'ai pu participer à la finale puisqu'on a fait la finale à Bercy. On finit premier du championnat, donc on monte automatiquement et derrière on
on a réussi à maintenir un niveau de motivation suffisamment élevé pour aller jusqu'en finale et gagner la finale face à Dijon, à Bercy. Ok, trop cool. Donc là, ça c'était pour l'auriculaire, Ouais. justement. Et pour le mollet, donc avec le tennis leg, là pareil, est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que c'est où tu es certain que tu vas revenir, que tu vas bien faire le boulot et que ça va le faire? Moi, non, j'ai pas eu de doute. Après, j'ai toujours eu la chance d'être entouré de très bons kinés, ostéos ou médecins. En l'occurrence, au Paris-Levallois, c'était Olivier Pierrot, le kiné, et le médecin, c'était Régis Boxelet. Donc eux, ce qu'ils m'ont préconisé pour essayer d'écourter la période de convalescence, c'était de faire une injection PRP. Donc ça consiste à faire une prise de sang, récupérer le plasma et le réinjecter à l'endroit de la blessure pour favoriser la cicatrisation. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné du tout. En fait, j'ai eu un caillot de sang au niveau de l'injection. Au lieu que le sang se diffuse, il est resté là où il a été injecté. Et donc ça m'a pas fait gagner de temps et ça m'a créé au contraire plus de complications, pas de suite mais dans les années qui ont suivi. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles on s'est rencontré aussi avec cette blessure là sur le mollet qui revenait assez fréquemment. Ouais. Et du coup, c'est une excellente transition. Je te laisse raconter comment on s'est rencontrés, pourquoi on s'est rencontrés, et justement quand tu as fini ta carrière de basketteur, qu'est-ce que tu as mis en place sur le plan sportif, parce que tu t'es pas arrêté là? Non, je me suis pas arrêté là. Clairement, le sport depuis tout petit, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de m'exprimer, on va dire par le corps et par le dépassement de soi-même. Donc quand j'ai arrêté le basket, l'adrénaline, il n'était plus là. Elle n'était plus là. Le samedi, la boule au ventre, avant un match, ça disparaît. Et ça te manque quand tu as connu ça pendant 15 ans, voire plus. Tu te dis, il manque un truc. Donc j'ai commencé un peu à regarder à droite à gauche. Moi, j'ai continué un peu de musculation. Et je me suis vite penché sur des objectifs, on va dire, d'endurance. Donc j'ai fait le marathon. J'ai fait mon premier marathon de Paris, je crois que c'était 2021, celui qui avait été repoussé à cause du Covid. Donc finalement, on le court en octobre. J'ai fait une préparation, j'ai trouvé un programme sur Internet en 12 semaines, sans objectif de temps. Enfin, en tout cas, le programme n'était pas adapté à un objectif de temps. Moi, je m'étais donné moins de 4 heures pour mon premier. Je fais 3h58, donc objectif atteint, mais dans des conditions... Waouh, ça a été dur parce que j'étais pas prêt pour faire moins de 4 heures en fait. La prépa n'était pas adaptée, donc j'en ai chié pour être poli. Et pas de nutrition, les chaussures pas adaptées, j'avais une paire d'Asics vraiment pas top. Et j'ai fini avec les orteils dans un état déplorable. Je pouvais plus marcher. Et j'ai vraiment souffert, vraiment souffert. Mais puis je me suis dit ça y est, j'ai coché la case marathon, je passe à autre chose. Et puis je commence à regarder un peu le triathlon. J'ai ma belle-sœur qui est aussi dans le sport qui me dit vas-y, ça te dit, on fait le triathlon de Paris. Donc je me suis inscrit format S, sans prépa. J'ai acheté une petite trifonction à Decathlon là, et puis je me suis dit allez, on y va. On a passé un bon moment et j'y ai pris goût. Ça m'a bien plu de la partie transition entre les disciplines et le fait que ce soit assez complet. Et du format S, je me suis lancé direct sur l'Ironman de Nice, qui n'est pas des plus simples avec la partie vélo. C'est clair. Donc là, je me suis lancé un gros défi. Je n'étais pas certain d'y arriver, j'ai eu des grosses périodes de doute. Et je me suis inscrit au club de triathlon d'Issy-les-Moulineaux pour me donner une certaine rigueur, côtoyer aussi des gens qui font ça de manière plus régulière que moi. Et ça a été clairement, je pense, un très bon choix parce que ça m'a permis de beaucoup progresser, puisque natation, je partais de zéro. Je pensais savoir nager jusqu'à ce que je me retrouve dans le bassin avec les mecs et enchaîner les longueurs. Au début, c'est vraiment dur. Et tu vois au fil des semaines que tu progresses. Et j'ai commencé à prendre du plaisir à partir du mois de mars où j'ai enfin compris que c'était un sport de glisse et que c'était pas un sport de lutte ou de puissance pure face à l'eau, mais de plutôt être en harmonie avec elle et essayer de
de glisser. Et quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai passé un cap clair. Le vélo, je partais aussi de zéro, donc j'ai dû acheter un vélo, tout l'équipement. Un Ironman, ça coûte cher. Ça va. Ça, on Ouais, te le dit budget, pas toujours. il explose. Ah ouais, c'est quelque chose. Mais voilà, j'ai commencé à faire ma première sortie, 60 km, 90. Avec le club, on a fait un Paris, enfin Issy-les-Moulineaux, Chartres, aller-retour, où là, tu as un peu plus de 180 bornes, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, ok, je peux y arriver. Alors maintenant, il faut que j'enchaîne la natation et la course avec tout ça, mais je sais que je suis capable, donc ça m'a rassuré. Et puis je suis arrivé le jour de l'Ironman où, pareil, j'étais confiant, mais j'avais ce petit mollet là qui me gênait encore. Je faisais régulièrement à la fin de prépa des contractures. Et là, 10 jours avant, contracture, donc j'étais pas serein. Je priais pour que ça tienne et que j'ai pas fait tous ces mois de prépa pour rien. Et finalement, ça a tenu et j'ai vécu une expérience extraordinaire sur cet Ironman. Ouais, trop bien. Et raconte-nous un petit peu justement l'Ironman en lui-même, comment ça s'est déroulé, pardon. Ça a été... alors j'ai clairement retrouvé cette adrénaline que j'avais avant les matchs de basket. C'était différent parce que tu es tout seul. Tu n'as pas de coéquipier pour t'encourager, pour t'aider. Là, j'étais seul. Mais j'ai vraiment aimé cet état d'esprit. Tu arrives la veille, tu as le meeting avec tous les participants, tu as une énergie que tu ressens, tout le monde est là pour en découdre et comment dirais-je, repousser ses limites. Donc là, j'ai vraiment aimé cette énergie. Et puis le matin, tu commences, le soleil n'est pas encore levé, tout le monde prépare son vélo, son pactage, etc. Donc tu sens un peu l'effervescence et la pression qui monte petit à petit. Donc tout ça, j'ai adoré. Et puis la mer était un peu agitée. Donc je me suis dit, oula, comment ça va se passer ? Je m'étais fixé 1h30, entre 1h30 et 1h20. Finalement, je mets 1h15. Donc je fais un meilleur temps qu'espéré. Et là, je fais une grosse erreur qui, j'espère, servira à d'autres. C'est qu'au moment d'enlever ma combi, j'enlève mon... comment t'appelles ça ? J'ai plus le nom. Ah oui. Le tracker. Le tracker, ouais, pour le chronométrage. À la cheville. Ouais. Je l'enlève, je le pose sur la chaise, parce que c'est pour faciliter le retrait de la combi, et j'oublie de le remettre. Et au bout d'une heure sur le vélo, je me dis... Je vois les mecs, ils ont un truc à la cheville devant moi. Je dis, mais moi, j'ai rien à la cheville. Qu'est-ce qui se passe ? Putain, les sueurs froides. Je commence à me dire, waouh, est-ce que je vais pouvoir finir ? Est-ce qu'ils vont me disqualifier ? Donc, j'ai plein de scénarios qui commencent à se passer dans ma tête. Et prochain ravito, je m'arrête. Je parle à un mec du staff. Je lui explique. Il me dit, t'inquiète, tu finis ta course. Malheureusement, tu seras répertorié comme disqualifié, comme n'ayant pas fini, parce que tu n'auras pas de chrono. Mais je leur ai demandé de le récupérer et ils me l'ont remis sur mon sac de transition du vélo à la course. Ouais. Donc j'ai pu le remettre sur la course à pied. Mais malheureusement, j'ai pas de chrono en fait. Alors je sais, en regardant l'heure sur la montre, l'heure de début, l'heure de fin, j'ai mis à peu près 14 heures ou 13, entre 13h40 et 14. Donc c'est pas un temps extraordinaire, mais mon objectif c'était de finir. Après, tu étais là pour le défi. Exactement. C'était ton objectif à la base. C'est ça. Et puis sur la course à pied, avec le mollet que je voulais gérer, j'ai pas poussé. Vraiment, j'étais allé sur un rythme vraiment tranquille. Ça t'a embêté le mollet ? Franchement, non. J'étais tellement focus et en mode je profite à fond de l'expérience que j'ai même pas pensé. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Alors que ça t'embêtait dans ta prépa les semaines précédentes ? Ouais. J'ai dû m'arrêter un petit peu. Et au final, voilà, il n'y a pas de hasard. Le fait de me m'être arrêté, ça m'a permis aussi de, je pense, refaire de l'énergie, remplir la batterie à fond et puis être prêt pour le jour J. Et non, cet Ironman, c'était vraiment, plus j'y repense avec le temps, plus je me dis que c'était vraiment ouf. Et que j'ai vraiment envie d'en refaire. Et c'est suite à ça que j'ai repris tout doucement la course et que j'ai recommencé à sentir des douleurs à nouveau au niveau du mollet. Et on a commencé à échanger sur Insta. Et c'est là que je t'ai parlé de ça et qu'on s'est rencontrés ensuite pour que tu puisses me donner ton avis, que tu me fasses le constat et que tu me donnes un protocole aussi derrière qui a été efficace puisque depuis, j'ai plus de douleurs sur mes courses.
Ouais. Donc merci. Ouais, bah, bravo à toi parce que moi je donne que les conseils, après faut les appliquer. C'est sûr. Mais ouais, de toute façon, vous pouvez retrouver la vidéo qu'on a faite avec Xavier. Ouais. J'ai mis sur YouTube, on a fait le bilan complet. On avait fait, justement, tu m'avais dit que tu galérais un petit peu avec ça. Et on avait fait le bilan complet, justement, pour voir quels étaient tes déficits vraiment pour essayer de plus traiter les conséquences qui est que tu as une douleur au mollet, mais vraiment aller chercher les causes, pourquoi ça revient à répétition. Et du coup, aujourd'hui, ça a l'air de payer quoi, sur ce travail-là. Donc cool. Et qu'est-ce que, de tes souvenirs, parce que ça commence à remonter un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait vu qu'il fallait travailler? Tu m'avais fait travailler en flexion et des montées sur la pointe en bien appuyant sur le gros orteil. Alors je n'aurai pas les termes techniques, mais je sais que le but c'était d'activer les muscles sur l'extérieur du mollet. Donc de faire des répétitions comme ça quotidiennement, de monter progressivement aussi en charge à la salle et de en fait imposer du stress de plus en plus important sur le mollet pour qu'il puisse encaisser chaque foulée. Et alors oui, c'était à moi de faire le taf, mais tu aurais pu me donner des conseils pas efficaces. Donc pour le coup, les conseils étaient bons puisque je m'y suis attelé et là, ça va faire peut-être 2 mois que plus aucune douleur. Alors je continue à m'étirer après les sorties, à masser avec le pistolet, le massage gun, entre autres. Et ça se passe vraiment très bien. Ouais, trop bien. Pour vous redonner un petit peu de contexte, en fait, Xavier, quand il est venu me voir, il m'a évoqué le passé sur son mollet, avec la blessure, le tennis leg qu'il a eu, qui est une déchirure myoaponeurotique du mollet. Et en fait, quand il est venu me voir, on a vu que déjà il avait un mollet qui était complètement atrophié. Pour ceux qui sont pas forcément dans le milieu médical, ça veut dire que le volume de son mollet était beaucoup plus faible. Du coup, en fait, c'est comme si il avait beaucoup moins de fibres musculaires qui lui permettaient de développer de la force là-dessus. Et en fait, Xavier, il a gardé ça de son passé avec cette blessure-là. Quand il a fini sa carrière, tu me dis si je me trompe, mais il l'avait pas forcément travaillé derrière. Non. Et en fait, il s'est mis à avoir une charge d'entraînement qui était de plus en plus conséquente, surtout avec l'Ironman où tu as dû cumuler des gros volumes en course. Et en fait, il s'est retrouvé à un moment où les capacités de son mollet était dépassé par la contrainte qu'il lui exerçait au quotidien, et en fait du coup il était dans cette blessure à répétition. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et ça s'est très bien passé. Et puis sur ce que Xavier disait là sur les muscles du côté là, c'était les muscles fibulaires et verseurs de cheville. Et en fait Xavier, pareil, il a eu des entorses, énormément d'entorses, et du coup en fait il n'arrivait pas du tout à activer ces muscles-là. Et en fait, quand du coup, s'il n'arrive pas à les activer, ces muscles-là, à chaque fois que tu poses le pied, ils prennent pas de contraintes, ils encaissent pas de contraintes. Et c'est qui le muscle le plus fort à côté? C'est le mollet. Et du coup, déjà qu'il n'est pas assez fort pour résister à la contrainte normalement, et là, si tu lui en rajoutes encore plus, ça va dans le mur, quoi. Ouais. Donc on a revu ça, ça nous a permis d'enlever un petit peu de contrainte sur le mollet de Xavier et à la fois de le renforcer pour augmenter sa capacité à résister à ce niveau de contrainte. Et puis aujourd'hui ça roule, ça a l'air de tenir, donc c'est cool. Ouais, carrément. Et du coup là aujourd'hui, c'est quoi les prochains objectifs? Là, je suis en train de travailler vraiment sur la partie endurance fondamentale que j'avais jamais trop travaillé, parce que c'est vrai que j'ai fait que du basket et je pense aussi d'avoir changé, même si c'est vraiment pas les mêmes efforts, c'est pas les mêmes sollicitations musculaires non plus, même si ça reste la course dans l'axe, des mouvements dans l'axe, contrairement au basket où il y a beaucoup de changements de direction. Donc là, je veux reprendre un peu les bases, donc développer l'endurance fondamentale.
Et puis voilà, me challenger sur un semi-marathon avec un petit chrono sympa, et pourquoi pas refaire un Ironman, des marathons. Voilà, donc ça serait plutôt sur la saison prochaine. Là, je vais me laisser jusqu'à la fin de l'année pour vraiment progresser sur l'endurance fondamentale. Ok, top. Donc là, peut-être faire un petit peu plus court au début, mais plus viser chrono, plus que objectif mental, on va dire. Ouais, et gagner en constance aussi. Essayer de sortir 5 à 6 fois par semaine, m'octroyer minimum un jour de repos, mais faire des sorties courtes, 5 km quotidiens et sorties longues le week-end entre 10 et 20 bornes. Je pense que c'est pas mal, et ça me fait du bien aussi. Moi qui suis, j'en ai pas parlé, mais je suis coach en préparation mentale pour sportifs de haut niveau et dirigeants. J'anticipe. Tu vois, cet esprit d'anticipation. Toujours. Et c'est vrai que ça me fait du bien parce qu'il y a pas mal de boulot entre ça et les activités entrepreneuriales aussi à côté. Sortir aujourd'hui, c'est comme une thérapie, c'est comme une méditation pour moi. Je coupe, je débranche un peu le cerveau, même si il va toujours dans ses pensées, mais ça me fait vraiment du bien. Je me dépense aussi en fin de journée ou le matin très tôt, et ça me permet de me sentir bien dans ma tête. Ouais, carrément. Bah justement, moi je voulais y venir, tu vois, on avait parlé de l'Ironman, qui est un défi où je pense que mentalement, tu as dû aller chercher sortir de ta zone de confort. Clairement. Et toi aujourd'hui, c'est le domaine dans lequel tu as acquis une certaine expertise, de par les recherches que tu as faites, mais aussi ton passé de sportif de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce que tu fais avec ce mental, et comment tu aides les sportifs aussi à gérer ça? Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, avant tout, c'était un défi que je m'étais lancé, et je voulais me prouver à moi qu'en fait, on était capable de tout, entre guillemets, à partir du moment où on supprime, on efface nos pensées limitantes. Cette petite voix dans la tête qui dit t'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, tu faisais du basket, qu'est-ce que tu fais dans l'Ironman, c'est pas les mêmes efforts. Les gens dans mon entourage, mais pourquoi tu fais ça, t'es un malade, à quoi ça sert, machin. Donc il y a eu du doute, ça c'est clair et net, mais je m'en suis servi aussi pour progresser dans mon accompagnement, puisque j'ai fait un gros travail sur moi-même, et même dans les périodes où j'ai douté, j'ai toujours, comme on dit, trust the process. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment toujours cru dans ce process, cet accompagnement, enfin cette préparation, le plan, on peut l'appeler comme ça, où je voyais pas forcément les résultats de suite, mais je savais que mis bout à bout, sur une longue période, je serais prêt pour l'Ironman. À condition que mon corps l'accepte et que je sois pas embêté par les blessures, mais je savais que si j'y mettais le travail, ça finirait par payer. Et ça, j'ai pu le voir aussi dans ma carrière de sportif, donc j'avais déjà expérimenté ça. Quand tu travailles, que tu mets les heures, tu finis par être récompensé et atteindre tes objectifs. Donc je me suis dit la même chose sur la partie Ironman, mais c'est vrai que par exemple pour la natation, il y a jusqu'à ce fameux déclic du mois de mars, il n'y a aucune séance où j'avais envie d'y aller et où j'étais content d'aller nager. Chaque fois c'était flemme, pas envie, je prends pas de plaisir, c'est dur. Et voilà, j'ai persévéré, je me suis contraint d'y aller parce que j'avais un plan et qu'il fallait que je respecte ce plan-là pour pouvoir derrière mettre toutes les chances de mon côté. Et quand j'ai commencé à voir les améliorations et surtout au niveau des chronos, au niveau des battements, des BPM aussi, ça commence à baisser, j'étais de moins en moins fatigué et j'ai commencé à faire 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie sans m'arrêter. Je me dis ok, là même en termes de kilométrage, je me dis 3 bornes, on a fait du 4 bornes, 5 bornes, ça y est, je sais que je suis capable. Tu vois, comme dans un jeu vidéo, là, ça y est, tu as débloqué un niveau. Et mentalement, c'est voilà, petite victoire par petite victoire, j'ai construit cette confiance qui m'a permis d'aller au bout. Ouais, ok. Et du coup, là, si tu avais justement des conseils pour des sportifs, mais pas que, des entrepreneurs, des étudiants ou quoi, qui ont une grosse charge de travail,
ce serait quoi les conseils justement pour essayer de briser ces croyances limitantes et arriver justement à repousser un petit peu les barrières de son mental? Déjà, je pense qu'il faut ce mental-là justement qui joue pas toujours en ta faveur, qui va te faire croire des choses qui sont fausses. Déjà, ne pas s'identifier à ses pensées. Tu peux avoir une pensée, on en a des milliers par jour. Voilà, nous ne sommes pas nos pensées. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné tu vas avoir ta petite voix dans la tête qui va te dire t'es pas capable, ou l'autre il est meilleur que toi, ou t'es pas fait pour ça, tu vas pas y arriver. Ne pas prendre ça pour argent comptant. Justement essayer de prendre du recul, déconstruire tout ça, essayer déjà d'analyser, de comprendre pourquoi tu as cette pensée là à un moment donné, et passer à l'action. L'action, c'est le meilleur moyen de ne pas cogiter et de ne pas laisser la place à ces doutes de s'installer. Donc c'est pas forcément du jour au lendemain de tout révolutionner, et si tu n'as jamais couru, de te lancer dans un marathon. Non, c'est de se dire je vais courir peut-être 2 minutes, 5 minutes, et puis petit à petit augmenter et s'y tenir. C'est-à-dire que si tu te fais la promesse que demain je me lève, je vais courir, c'est de tenir ta promesse, et ne trahissant pas sa propre parole, que tu vas commencer à construire de la confiance en toi, à dire ok, mais je suis capable en fait. Je suis capable de me dire ça, je le fais, et je le fais réellement. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui vont te permettre au fur et à mesure de construire un mental, de prendre confiance en toi, et de comprendre que finalement tu es capable. Et en vrai, on est tous capables de faire des choses extraordinaires. Mais il faut juste qu'on se donne le moyen d'y arriver. Et le mental, c'est pas forcément jouer le dur et vouloir toujours être à bloc. Non. C'est même plutôt l'inverse. C'est arriver à se connaître, à se jauger, savoir s'évaluer, connaître ses limites aussi, même si des fois il faut arriver à les dépasser. Exactement. Alors des gens qui sont dans l'extrême, il y en a. Je pense à Goggins. Il y a le bouquin juste là. C'est ça. David Goggins, pour ceux qui ne connaissent pas, qui lui est l'exemple même du mec qui ne se fixe aucune limite. Donc son corps il paye le prix, parce qu'il est cassé un peu partout, puis il est plutôt jeune. Mais quel exemple! C'est-à-dire que voilà, lui c'est un ancien obèse qui a une vie compliquée. Il a subi un père qui était violent, le racisme aussi là où il a grandi, et malgré tout, à un moment donné, il s'est mis un gros coup de pied au cul et il s'est dit stop, je veux plus de cette vie-là, et il a commencé à perdre du poids, il est rentré dans les Navy Seals, et puis je vous laisserai aller voir la suite pour ceux que ça intéresse, mais lui c'est vraiment un mec de l'extrême. Alors pas tout le monde ne serait capable alors peut-être tout le monde serait capable de le faire, mais tout le monde ne serait pas capable de s'imposer tout ça, comme il le fait lui. Et après, peut-être que tout le monde n'a pas l'objectif. Exactement. Aussi. Clairement pas. Donc ouais, je pense que c'est important à mon avis, de pouvoir lire, par exemple, les histoires de David Goggins, etc. Mais de ne pas forcément toujours se comparer aussi. Je pense qu'il y a aussi cet aspect comparaison aux autres qui peut être des fois un petit peu malsain mentalement. Je pense même dans un milieu comme le basket, où c'est un sport d'équipe, mais t'as toujours, dans les sports d'équipe, tu as toujours un mec qui ressort du lot, etc., où tu vas vouloir te comparer et tout. Et est-ce que ça, c'est quelque chose dont il faut arriver à se sortir, cette comparaison permanente? On le voit par exemple même dans un autre contexte sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui on a accès à plein de gens qui vivent des vies incroyables, mais enfin on sait même pas si c'est incroyable puisqu'on voit 15 secondes. Exactement. Mais déjà, est-ce que il faut forcément se sortir de cette comparaison là, et si oui, comment on fait pour justement arrêter de se comparer en permanence aux autres? Moi je pense que la comparaison aux autres c'est systématiquement néfaste. 100% du temps, c'est parce qu'on est tous différents, on a chacun un passé différent, des objectifs différents. C'est pas une course en fait. T'as des mecs qui vont avoir ton âge et qui seront peut-être plus évolués
ou plus avancé dans certains domaines de la vie. Voilà, chacun a son rythme, chacun doit avancer, et mieux vaut se comparer à soi-même, à la version de nous qu'on était hier, essayer d'avancer chaque jour un petit peu, plutôt que de se dire ah ouais, lui il a déjà fait tout ça, moi je l'ai pas fait, donc il est meilleur que moi et je suis moins bon que lui. Ça, je pense que c'est vraiment très néfaste, parce que ça va faire quoi? Le résultat, c'est que ça va impacter ta confiance et peut-être même ton estime de toi-même, et tu vas te sentir inférieur, alors que on a tous énormément de qualités, mais qu'on a encore cette petite voix et ce mental-là qui, comme si on refusait de croire que nous aussi on a de la valeur à apporter, et que si on est ici, c'est qu'on a des choses à faire valoir et qu'on a énormément de qualités et de talents. Et c'est par rapport à ça justement qu'on se doit de tout faire pour exploiter ce potentiel et le révéler. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre, plutôt que de regarder les autres et voir ce qu'ils font, parce qu'eux aussi ont des problèmes, faut pas croire. Et comme tu le disais très bien, les réseaux, c'est que le 1% du quotidien, et c'est toujours le 1% le plus joli. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de mensonges, et ne pas idéaliser ces gens-là qu'on voit. Alors on peut s'inspirer, parce qu'il y a des mecs qui sont authentiques aussi sur les réseaux, savoir les reconnaître, c'est pas toujours évident, mais on parlait de Goggins, sans vouloir être Goggins, parce qu'on ne sera jamais lui, mais s'inspirer de son histoire, essayer de se dire ah ouais, il arrive à faire ça, donc pourquoi pas moi? Et à son niveau, essayer de s'élever, de regarder des mecs qui font, qui ont déjà fait ce qu'on essaie de faire, et de s'en inspirer pour essayer d'avancer. C'est se dire peut-être au moins c'est possible, quelqu'un l'a fait, comme on a à quelques pourcents près à peu près tous le même corps, c'est faisable, après bien sûr adaptable à l'objectif de chacun, mais ouais, je pense que s'inspirer et pas forcément se comparer. Je pense que tu as fait c'est voilà, choisir le bon terme là-dessus. Et est-ce que toi, avec les sportifs que tu as accompagnés, tu as déjà vu justement des sportifs qui arrivent justement, une fois qu'ils ont brisé cette barrière mentale, qui se transcendent complètement et qui sont plus du tout les mêmes joueurs ou les mêmes athlètes, justement après avoir brisé tous ces schémas? Ah oui, clairement, puisque en vrai, une fois que tu as brisé tout ça, tu n'as plus de limites quelque part. Et tu en prends conscience. C'est le fait d'en prendre conscience qui te permet d'avancer encore plus vite. Et des choses que tu ne pensais pas être capable de réaliser, finalement tu dis oui, en fait je sais le faire. Non, mais si je sais faire ça, ça veut dire que je peux peut-être essayer de faire ça. Et je peux y arriver surtout. Donc là, clairement, en fait, tes intentions sont différentes. La manière dont tu vas aborder les choses est différente. Et ça te permet de passer des caps énormes et plus vite, plus rapidement. Tu te fixes vraiment plus de limites sur n'importe quel domaine. Et ouais, non, clairement, il y a un avant et un après. Ouais. Et ce qui est important aussi, ce que je dis souvent à mes sportifs, c'est de se détacher du résultat. C'est-à-dire que souvent, j'ai les mecs qui me disent « Oui, mais si on perd ce match », ils pensent aux conséquences négatives. Si demain, je prends cette initiative-là sur le terrain, que je perds la balle ou que je vais rater un tir, et ils vont penser aux conséquences négatives. Mon entraîneur, il va me gueuler dessus, mes coéquipiers, ils vont m'en vouloir, les supporters, le machin. Et après, la vie continue, tu vas retourner à l'entraînement, tu vas progresser, et cette initiative-là que tu auras prise, elle t'aura permis de comprendre les choses et de progresser. Et tu vas apprendre. Exactement. Moi, je préfère un mec qui prend des initiatives, qui prend des risques, et qui se gourre, qui se trompe, qui n'arrive pas à atteindre le résultat qu'il espérait avoir, mais qu'au moins il a pris l'initiative, plutôt qu'un gars qui reste immobile et qui ne bouge pas, qui stagne en fait, par peur des conséquences, qui restent des scénarios hypothétiques, parce que tu as beau imaginer un scénario négatif, mais il y a aussi l'autre côté qui est possible. Tu peux réussir, tu peux faire une action d'éclat, tu peux marquer ton panier, tu peux... Voilà, donc il ne faut pas forcément voir que le négatif, c'est les biais cognitifs. Il faut aussi savoir qu'il y a le positif qui existe. Ouais. Et puis, des fois, si tu es trop fixé sur le résultat, même si tu as pris une bonne décision, le résultat ne sera pas toujours là. Tu vois, ça reste une question de... Tu n'as jamais 100% de probabilité. Donc peut-être, tu me dis si je me trompe, mais vaut mieux peut-être essayer de raisonner sur... Voilà, par exemple, est-ce que ce tir-là, c'était le bon choix
à ce moment-là, ou alors est-ce que peut-être que j'aurais dû faire une passe ou quoi, plutôt que de se dire le résultat c'était pas le bon. Parce que je te prends un autre exemple, on reste toujours dans le domaine du basket, mais je prends un tir vraiment pourri du milieu de terrain avec un défenseur sur moi, ça rentre. Est-ce que c'était le bon choix? Non, mais c'est rentré. Donc, je pense que être vraiment focalisé sur le résultat, c'est pas tout le temps le bon choix. Non, bah, clairement, là, tu prends un tir du milieu de terrain avec un défenseur sur le paletot. Non, clairement, c'est pas un bon tir. Après, il va rentrer, ok, génial, mais c'est pas ça veut pas forcément dire qu'il faudra que tu le reprennes derrière. Donc, non, clairement, le résultat, c'est une chose, et comme tu l'as justement dit, il y a pas, c'est pas j'atteins pas le résultat, c'est un échec. Et c'est pour ça que moi, quand je fixe les objectifs avec mes sportifs ou même les dirigeants, c'est pas forcément pas forcément sur ça en tout cas que moi je les mets, je les sensibilise. C'est plutôt quels sont les moyens que tu mets à disposition pour aller chercher cet objectif-là. C'est-à-dire que juste de dire, imaginons que je veux tourner à 15 points par match cette saison, si tu finis la saison à 13 points, factuellement, c'est un objectif qui n'est pas atteint. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut jeter tout ce que tu as fait cette saison, parce que tu auras mis en place des objectifs de moyens qui t'auront permis de progresser. Et si tu progresses, si tu vois ce progrès-là, mais déjà mentalement, tu ne vas pas te décourager à la fin de saison en te disant « j'ai pas atteint mon objectif, donc la saison, elle n'est pas bonne ». Non, la saison, elle est bonne parce que tu as continué à avancer, à progresser, à prendre de l'expérience. Et l'objectif chiffré n'est pas atteint, certes, mais tout n'est pas à mettre à la poubelle pour autant. Donc, c'est important aussi de bien savoir fixer ses objectifs de manière à ce qu'aucune frustration ne soit générée à la fin, même si l'objectif il n'est pas atteint. Ok. Et toi, tu dirais que c'est mieux de se fixer des objectifs qui sont très élevés, ou alors rester dans quelque chose qui, toi, te semble atteignable? Pour moi, il faut que l'objectif il soit difficile, mais atteignable. Parce qu'un objectif inatteignable, comme je te le disais tout à l'heure, un mec qui n'a jamais couru de sa vie et qui veut faire un marathon, déjà ça peut être dangereux, et puis derrière, il n'y a quasiment aucune chance qu'il termine son marathon. Et qu'est-ce que ça va créer? De la frustration, de la déception, peut-être même une envie d'abandonner, une image négative de soi-même en disant je ne suis pas capable. Ça n'a aucun intérêt. Donc je préfère que l'objectif il soit difficile, pour que ça t'oblige à mettre en place des choses, des moyens, des stratégies pour te faire progresser, te faire sortir de ta zone de confort, mais pas trop difficile non plus, pour éviter justement cette différence, ce gap-là et cette frustration. Allez, on reprend après. Petite interruption rapide, il y a eu une petite urgence. Du coup, on a parlé des objectifs là. Est-ce que toi, tu t'es lancé dans la préparation mentale comme ça après ta carrière parce que tu te sentais déjà à l'aise pendant ta carrière sur la gestion de tes émotions, la gestion de ton mental pendant les matchs, ou alors justement c'est quelque chose dont tu ressentais le besoin avant et du coup tu as réussi à travailler là-dessus et du coup tu proposes maintenant ce que tu as appris en fait au final? Mais il y a un peu de tout dans ce que tu as dit. Moi, j'ai fait appel à un préparateur mental quand j'étais en activité, parce que je sentais, en plus moi j'étais un shooter, donc un shooter, il y a des jours où tu vas mettre dedans et ça va être génial, et puis il y a des jours où tu es un peu moins adroit et tu peux vite te poser des questions et rentrer dans des périodes de doute, et ça peut impacter tous les autres aspects de ton jeu. Et je voulais justement gagner en régularité et gagner en gestion de ces émotions et de ces périodes-là. Donc j'ai bossé avec un préparateur mental. Ça m'a permis de vachement progresser là-dessus. Parce que pour moi, le sport de haut niveau, 80% c'est du mental. Un niveau identique, ce qui fera la différence entre deux athlètes, pour moi, c'est ce qui se passe là-haut, tu vois. Et comment tu vas gérer la pression, comment tu vas gérer le stress, comment tu vas gérer les périodes de blessure,
comment tu vas gérer la pression médiatique, surtout aujourd'hui où avec les réseaux tout le monde donne son avis, les mecs ils sont insultés quand ils sont pas bons, comment tu fais pour te prémunir de ça et t'en protéger. Donc clairement, si dans la tête t'es bien, que t'as les bons outils, pour moi la prépa mentale c'est, je le dis souvent à mes athlètes, c'est une caisse à outils. Moi je le vois comme ça, une grosse boîte à outils, et dedans il y a tout un tas d'outils qui vont t'aider à faire face à tout type de situation. Et l'idée, c'est que moi, je puisse te décrire chaque outil, t'expliquer à quoi il correspond, pour qu'après, en autonomie, tu puisses t'en servir. Et ça, une fois que tu le maîtrises, tu le gardes toute ta vie. Alors bien sûr, tu peux progresser, tu vas avoir de nouvelles situations au fur et à mesure de ta carrière, mais une fois que tu as les bases, je pense que tu as un sérieux avantage sur la concurrence. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, mais tu vois, rentrer une balle dans un arceau à une certaine distance, le moindre, 1 degré de ton poignet en plus ou quoi, ça change la différence. Donc des fois, c'est vraiment minime la différence, mais elle a un impact qui est énorme, cette différence-là. C'est clair. Ouais. Ça joue. Et tu m'as parlé là du coup des réseaux sociaux où il y avait beaucoup de commentaires, etc. Toi, tu as vécu un petit peu ça quand ouais. C'était déjà... Ça commençait. Ouais. Ça commençait moins qu'aujourd'hui, clairement. Ouais. Mais tu vas sur les sites spécialisés dans le basket, tu as toujours la petite section de commentaires en dessous, où tu as toujours des mecs qui sont là. Et... Tu lis ça quand tu es sportif pro ? Moi, j'ai lu un moment, puis après, j'ai vite arrêté. Parce que il y a à boire et à manger, il y a très peu de commentaires constructifs. Tu as quelques mecs qui vont mettre une participation, on va dire, constructive et qui essaient d'élever un peu le débat. Mais ouais, c'est pas majoritairement... C'est toujours facile quand tu es derrière ton écran et ton clavier de te sentir invincible et d'insulter les gens ou de les dénigrer. Mais oui, apprendre à se détacher de tout ça, ça fait partie aussi pour moi du travail mental. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de sportifs de haut niveau qui s'interdisent d'aller sur les réseaux. Parce que même sans le vouloir, tu tombes sur des trucs qui viennent dans ton feed ou quoi, et ça peut t'impacter, tu vois. Donc s'en préserver, je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de bosser justement avec des athlètes qui peut-être traversaient une mauvaise passe et qui ont du coup subi une vague de haine ou de mauvais commentaires? Alors j'en ai pas directement en client, mais je l'ai connu avec des coéquipiers. Où oui, c'est pas facile, tu vois. Donc puis ça peut prendre des proportions assez importantes. Donc clairement, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut que tu répondes? Est-ce qu'il faut que tu fasses l'autruche? Est-ce qu'il faut que tu le prennes en considération? Pour moi, ces gens-là, il ne faut pas leur donner d'importance. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. Le but, c'est juste de nuire et de blesser. Voilà, donc il faut passer à autre chose et se préserver de tout ça. Ouais, carrément. C'est facile à dire, mais je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire. Ouais. Ok, ça roule. Et si, du coup, aujourd'hui, on relie nos deux domaines, donc plutôt la réhabilitation, retour au sport après une blessure et la préparation mentale, qu'est-ce que tu donnerais comme astuce pour un sportif qui est blessé, qui, pour l'instant, est sur la touche, qui sait qu'il en a pour un petit moment, mais peut-être pour se remotiver, se remettre dedans, sortir de... souvent, c'est un cercle vicieux. La douleur, on a envie d'y aller trop vite, on revient, on se répète. Ce serait quoi tes astuces pour ce genre d'athlète, le profil que je t'ai décrit là? Ce serait quoi tes petits tips? Déjà, je pense... Alors, quand on parle prenons l'exemple d'un sport collectif, je pense qu'être au contact du groupe, déjà rester en immersion avec eux, c'est important pour savoir ce qui se passe, partager aussi la vie du vestiaire et ne pas être complètement déconnecté et dans son coin. Donc ça, c'est important, je pense, mentalement. Ensuite, il y a un outil dans la prépa mentale qui est super puissant, c'est la visualisation. Donc tu peux continuer, même si tu n'es pas capable physiquement d'exécuter des mouvements, tu peux, en fermant les yeux, en étant dans un état un peu méditatif, visualiser des mouvements, des gestes que tu fais,
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, lui, fait pas forcément la différence. Et en tout cas, c'est les mêmes connexions neuronales qui sont activées, que tu réalises réellement le mouvement ou que tu l'imagines. Donc ça a un vrai apport que tu peux implémenter dans ton quotidien en faisant des séances de quelques minutes, soit le soir avant de t'endormir, où tu fermes les yeux et puis tu essaies de recréer les conditions les plus détaillées possibles. Là, je vais rester encore dans le basket. Visualiser le panier, les odeurs aussi de la salle, le parquet, le toucher du ballon. Essayer vraiment de recréer des conditions quasi réelles, identiques à la réalité, et te voir exécuter un tir, par exemple, avec le cassé du poignet, la trajectoire de la balle, et répéter ça plusieurs fois. Et ça te permet déjà de maintenir une activité cérébrale en raccord avec ton activité. Donc ça, c'est un conseil pratique que tu peux mettre en application. Et après, derrière, sur la partie où t'expliquais d'essayer de ne pas revenir trop vite, ça, c'est souvent le problème des joueurs quand tu as été sur le côté pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais quand tu retrouves tes moyens physiques, tu as envie de tout arracher et de revenir super vite. Et c'est là où tu peux te repéter rapidement derrière. Donc là-dessus, ça serait vraiment de faire confiance au staff médical, d'écouter et de respecter vraiment à la lettre le protocole, même si parfois tu sens que tu peux en faire plus. Non, si on te conseille de faire une demi-heure, n'en fais pas 35 ni 40. Parce que c'est peut-être ces 5-10 minutes qui te feront rien aujourd'hui, mais à terme, peut-être que ça va te porter préjudice. Donc voilà, être à l'écoute de son corps. Que des fois aussi, tu as des protocoles, ça va aller un peu à l'encontre de ce que je viens de te dire, mais tu peux avoir des protocoles qui sont peut-être un peu trop conservateurs, et tu sens et tu peux réellement faire un peu plus. D'où l'intérêt peut-être de se faire accompagner aussi en permanence, surtout quand tu as un certain niveau. Ouais, avoir alors les clubs en général, ils ont un staff médical, ils ont des kinés et des ostéos, mais sur les sports individuels, je pense aussi, mais il n'y a pas que les athlètes de haut niveau, il y a aussi la personne qui fait du sport de manière amateur, qui veut faire son marathon, qui veut faire son Ironman, ou son semi, son 10K, ou peu importe. Et là-dessus, c'est clair qu'avoir un accompagnement, avoir des conseils, quelqu'un qui est là pour t'accompagner, pour te donner des protocoles et des programmes de récupération, c'est une vraie plus-value. Moi, je pense en tout cas. Ouais. Et je rebondis là-dessus pour faire tout le travail que tu as énoncé tout à l'heure sur cette partie préparation mentale. Justement, est-ce que il y a toujours besoin d'avoir, ou est-ce que c'est vraiment une grande plus-value d'avoir vraiment ce regard extérieur pour te dire, non, regarde, là, le résultat était comme ça, mais regarde, tout ce que tu as mis en place, c'est quand même hyper positif. Est-ce que toi, tu remarques l'importance justement de ce regard extérieur, ou il y a beaucoup de gens quand même qui arrivent à le faire Non, c'est primordial de pouvoir faire ces retours aux athlètes. Je pense qu'on est tous comme ça, on a tendance à être très dur avec soi-même et très exigeant, et du coup, si c'est pas un regard extérieur, entre guillemets une autorité, quelqu'un qui a une légitimité en tout cas dans son domaine, qui te dit pas c'est bien ce que tu as fait, même si tu n'as pas atteint l'objectif final, regarde tout le parcours, tout ce que tu as accompli, les progrès que tu as pu effectuer. Si ça ne vient pas de nous, l'athlète aura tendance à soit ne pas vouloir le voir et être focus encore une fois que sur l'objectif final et le résultat. Donc c'est vraiment important de lui faire prendre conscience de tout ça. Et ça fait partie du travail aussi d'un préparateur mental. Ouais, ok, donc vraiment donner du feedback, donner cet œil extérieur, rassurer le sportif aussi, et surtout derrière lui donner les clés et les bons outils pour qu'il puisse se détacher après de toi aussi, qu'il soit pas... Qu'il puisse le faire tout seul. Qu'il puisse vraiment le faire tout seul. Bon, ok Xavier. Bon, écoute, je sais pas si tu voulais qu'on revienne sur certains points. Non. Tout est bon pour moi. Écoute, j'ai passé un très bon moment. Je te remercie encore pour l'invitation. Et puis, je te souhaite le meilleur pour le lancement de ton podcast. Longue vie à ton podcast et que je sois
le premier d'une longue série d'invités. Ouais, bah, merci beaucoup Xavier, c'était un plaisir. J'ai pris vraiment un grand plaisir à faire cet échange. Et puis, dis-nous où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce que les sportifs peuvent aller te voir pour justement te contacter pour de la préparation mentale. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi j'ai un site internet, Xavier. Alors le site internet c'est www.limitlesscoaching.fr. Et sinon sur les réseaux, sur Insta, Xavier Limitless. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer un DM et c'est avec plaisir que j'échangerai. Ok, super. Bah, de toute façon, tous les liens seront en description. Et puis, top Xavier. À bientôt les amis. Salut.